Coucou, coucou. Désolé pour le retard de 2 minutes. Hmm. Bonjour, bonjour. Euh, alors hier c'était une version zéro puisque j'avais oublié de mettre le micro. Donc je m'excuse d'avance pour tous ceux qui m'ont assisté et tous ceux qui n'ont pas pu me parler. Je m'excuse. Donc on va reprendre un peu. Donc voilà, je m'appelle Angèle Biget, je suis une femme de 42 ans. Je vous propose un streaming donc de midi 45 à 1h45, donc 1 heure, auquel je vais faire une revue de presse et à la fin de celle-ci, si vous le voulez bien, nous débattrons. Je suis une joueuse à peu près des années 80. Je pense que vous l'aurez deviné à mon âge. J'ai commencé via les jeux comme Space Invader, Donkey Kong, le Indiana Jones en point and click, les premiers Mario, Dunk Hank, Alex Kidd, pour vous donner une idée. Donc mes premières consoles ont été des Atari puis des Amstrad. J'ai aussi pas mal. J'ai eu mon premier ordinateur qui était un Amstrad aussi. Vous savez, le clavier avec un port disquette à t'attacher, je m'en sens plus du nom. Bref, j'ai toujours baigné dans la technologie, dans le vidéo ludique, et ça m'a toujours passionné. Et avec cette revue de presse et ces news, c'est un peu de tout ça que je voudrais vous partager, ainsi que mes opinions. Concernant tout ce qui est parti, parce que dans euh, mon émission qui s'appelle Actuel News, on va aussi parler donc de jeux vidéo, d'informatique, de high-tech, effectivement, mais aussi de manga et d'anime, qui est aussi une de mes autres passions. Où je pense que ça n'étonnera personne de savoir que mes premiers dessins animés étaient genre Olive et Tom, les jeux vidéo Zodiac, Dragon Ball Z, les Disney des années 80, je les ai regardés. Vu que je suis né vu que je suis né à la même année où E.T. était présenté au Festival de Cannes, et bah je l'ai fini par le regarder. Donc ça fait partie de mes premiers films. Hum, Ayant eu un tonton ultra fan de hard rock, heavy metal, bah j'ai été élevé dans ce sens. Donc et avec une mère qui m'écoutait beaucoup de pop américaine et de pop. Donc la musique était une passion aussi et je m'exclus pas de faire des fois de temps en temps sur des groupes qui m'intéressent et qui me sont chers, des fois de vous proposer une news de temps en temps de musique aussi. Oui. Je fais aussi, il faudrait que je me remette à la guitare électrique d'ailleurs que vous voyez derrière. Euh, et voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter me concernant. Vous pourrez éventuellement venir, venir sur mes réseaux sociaux si vous voulez en discuter. Tout est dans ma bio, aussi bien mon Twitter que mon compte Facebook. Non, oui, il y a mon Twitter, il y a mon compte Facebook et il y a mon compte Instagram, mais qui n'est dédié qu'à la faux photo. Je suis mannequin et modèle faux photo aussi, de temps en temps. Donc très artiste, voilà. J'espère que ça va vous plaire et on part tout de suite aux news, tout simplement. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par une news qui vient d'Instant Gaming News, donc ce n'est
plus qu'un site de clés pas cher, mais aussi un site de news. Donc dans cette revue de presse, je vais là, et dans ces revues de presse, je vais beaucoup le prendre parce qu'ils sont à l'heure et les news sont condensées pour pas faire trop. C'est vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Alors, eh ben, la première news, c'est Keanu Reeves incarnerait Shadow dans le film Sonic the Hedgehog 3. Donc, l'acteur de John Wick et de Neo, entre autres, jouerait Shadow dans le film Sonic 3, pour raccourcir le titre, qui sortirait après le 20 décembre 2024. Et c'est The Hollywood Reporter qui affirmerait que Keanu Reeves incarnerait le fameux anti-héros extrêmement apprécié des fans de la saga. Selon le site, Reeves a signé son contrat il y a peu. Bien entendu, nous n'avons pas de preuves formelles pour confirmer à confirmer ces informations à l'heure actuelle. Donc à voir si Monsieur Reeves est effectivement le heureux acteur de Shadow. Est-ce que ça va faire venir du monde ou pas? Faut voir. Je me demande si c'est Keanu Reeves qui joue Shadow, est-ce que ça va être son doubleur officiel français qui va donc le doubler en France? Intéressant. X Defiant. Le test public devrait commencer le 19 avril et durer tout le week-end. Donc le fameux FPS qui devrait faire de l'ombre ou carrément tuer Call of Duty, ça dépend des postes que Ubisoft fait. Euh, il va avoir sa période d'essai pour qu'on puisse juger sur pièce. Donc le mois dernier, Ubisoft confirmerait le nouveau report de son FPS multijoueur X-Defiant. Par la même occasion, les équipes de développement évoquaient l'existence d'un texte technique. Donc ça veut dire sûrement recharger le serveur, recherche de bugs, euh, voir comment se comportent sûrement les hitbox et les armes, donc le TTK et autres, qui devrait se tenir rapidement sur console et PC. Donc ça c'est bien ça. D'après Insider Gaming, ce fameux test commencera le 19 avril prochain, contrairement à ce qui est annoncé par l'éditeur français. Cette version d'essai ne durera pas 12 heures, mais bien tout le week-end à venir. Ainsi, tout le monde devrait pouvoir jouer au moins jusqu'au 21 avril si aucun souci technique majeur ne vient entraver la session. Une fois le test réalisé, une date de sortie officielle pourra être arrêtée selon Insider Gaming. Notons que la démo concernera les joueurs PS5, Xbox Series, donc SX, et PC. Donc exit les PS4 et autres anciennes générations de Xbox. On commence de plus en plus à avoir des jeux de moins en moins cross-platform. C'est tant mieux, ça tire vers en haut la qualité. Dying Light 2 recevra son mode cauchemar le 18 avril. Les joueurs aguerris vont bientôt pouvoir relancer Dying Light 2 Stay Human dans un monde à la difficulté extrêmement élevée. Donc on peut dire que c'est un mode cauchemar. Voilà. Sur son blog, Techland a annoncé l'arrivée du mode cauchemar par l'intermédiaire d'une mise à jour qui sera déployée le 18 avril. Il s'agira de la difficulté la plus haute et les développeurs promettent un degré d'immersion sans précédent. Les ennemis sont bien évidemment plus coriaces, affligeant de lourds dégâts à notre personnage. L'interface sera également épurée, puisqu'il faudra faire preuve d'observation et d'écoute pour repérer les adversaires. Un mode plus immersif en plus, mais c'est génial. Les indications n'apparaîtront plus à l'écran, l'endurance se restaurera aussi moins rapidement et jouer en coopération rendra les combats encore plus ardus. Logiquement, L2, ça devrait t'aider. Donc, soit. Enfin, la récompense plus rare pourront être obtenues. Une tenue unique sera par exemple offerte aux joueurs qui termineront le jeu en mode cauchemar. Pour la difficulté relevée,
Ouais, pas terrible, je trouve. Ah. Ensuite, news supplémentaire. Un fan recrée certaines villes de Skyrim avec l'Unreal Engine 5. S'il y a une chose que Bethesda n'a jamais perdu au fil des années, c'est l'engouement qui suscite ses œuvres, et notamment The Elder Scrolls V Skyrim. En l'absence d'un véritable remake pour ses fans, certains prennent l'initiative de recréer certaines parties du jeu en utilisant les moteurs graphiques les plus récents. Aujourd'hui, c'est le cas d'Epervin, Falkheart en anglais, d'accord, qui a été entièrement recréé grâce à l'Unreal Engine 5. Le résultat est absolument saisissant et le créateur en a profité pour nous présenter le tout à travers une magnifique vidéo sur YouTube. Je propose de le regarder. Les copyrights, on va éviter. Alors c'est même plutôt magnifique. Ah ouais, carrément. Ah mais les effets de lumière là-dedans, ouais. Puis la distance d'affichage absolument folle, les objets même plus petits affichés même ou plus loin. Ah non. Ah bravo. Ouais. Ah, le fameux solar flare. Hmm. Ah, l'ambiance. Oh. Ah, d'accord. Donc, il y aura du soleil, de la brume, du crépuscule, de la pluie. D'accord. Bon, est-ce qu'il va... Ah, voilà. Hmm. Quand même, un peu de balade, hein. C'est magnifique, sérieux. Oh. Faudra limite qu'il sort le jeu, mais pas sous le nom de Skyrim, pour qu'on puisse en profiter. C'est tellement magnifique. Franchement, bon, il n'y a pas de PNJ, tout ça, mais déjà, waouh. Moi, ça m'impressionne toujours autant, moi, ces bons en avant qu'on a, cette immersion supplémentaire grâce à ça, moi, je suis admirative et j'en prends toujours autant plein la tronche malgré certains jeux, quoi. Vous regardez, par exemple, je sais pas, hmm, les mods là, sur Cyberpunk qui l'ont hyper réaliste, je peux le regarder au moins une vidéo, moins 10 fois, je serai toujours autant émerveillé, quoi. C'est peut-être parce que c'est un autre monde qui n'existe pas, qui est fictif, et je pense que c'est ça qui doit me faire plus de bien que... Mais en plus, le fait que ça se rapproche de notre monde, donc c'est encore plus tangible. Moi, c'est ça qui me plaît avec le photoréalisme, c'est que c'est intangible. On peut presque le saisir. Et ça, c'est... Oui, c'est tangible, c'est saisissant, quoi, c'est beau. Waouh. Ah, franchement, moi j'aime. C'est absolument mais magnifique. Puis on finit par le petit campement de soldats à la fin, avec son moulin. Enfin non, son puits. Désolé. Non, c'est vraiment... Oula, je pense avoir fermé la vidéo, mais non. Bon bah magnifique, hein. Alors, news suivante. Pokémon Go tente un comeback avec des tonnes de nouveautés à venir. Donc pour les fans du jeu
qui a permis à nombreux et nombreux de se redéplacer partout, ou je reformule plutôt de se rebouger les fesses et puis de marcher dehors, et ben là ça connaît un énorme creux et visiblement Niantic veut de nouveau le succès. Bon, on va lire comment. Vous vous souvenez de Pokémon Go? Niantic espère oui, puisque le studio derrière le jeu a succès a prévu une slab de mise à jour censée faire renaître l'intérêt du jeu. Véritable phénomène de société en 2016, lors de sa sortie, Pokémon Go s'est timidement fait oublier. Ces dernières années, si le jeu compte encore une solide base de fans, sa popularité s'est quelque peu érodée ces derniers temps. Avec Niantic se lançant sur d'autres projets, pour autant, l'entreprise derrière le célébrissime jeu mobile n'a pas tout à fait lâché l'affaire, puisqu'une salve de mise à jour prévue pour les prochaines semaines cherche à faire redécouvrir le jeu à toutes les personnes qui ont lâché leur Pokéball depuis des années. En tout, ce sont 4 mises à jour d'importance que Niantic a prévu de déployer dans les prochaines semaines pour faire renaître l'intérêt du public pour sa licence. La première prévue le 10 avril promet d'ouvrir de nouvelles possibilités de personnalisation de son avatar afin de laisser les joueurs et joueuses s'exprimer plus librement. Très bien, donc on sera plus obligé d'avoir une Sacha ou d'avoir sa Sacha ou autre. Bien. Le 22 avril, il y a une autre mise à jour pour pouvoir de découvrir une expérience Pokémon Go au graphisme revisité et de partir à la chasse aux petits monstres dans des endroits plus pertinents. D'accord, donc aller chercher des toutous en pleine rue ou alors aller chercher des chats dans sa maison ou des animaux sauvages selon les biomes qu'on se déplace, genre à la campagne, en pleine plaine ou en faux forêt. Donc vraiment que ce soit aussi pertinent que ça, faut voir. La bonne annonce montre par exemple que des tortanques, carapuces et carabos se prélassant gentiment sur la plage, une manière de mieux s'immerger dans les différents paysages via Pokémon Go selon Niantic. D'ailleurs, le studio joue à fond la carte de la nostalgie puisque cette mise à jour promet aussi de faire apparaître plus de Pokémon issus de la première génération du jeu. Tout dans leur habitat naturel. Il faudra donc se balader en forêt si vous souhaitez capturer des bulles bizarres. Ça répond à ma question. Donc effectivement, bulles bizarres dans la forêt. J'aurais plutôt vu ça en plaine, vu que c'est des fleurs qui demandent de... vu qu'il y a une fleur et que ça demande du soleil. D'accord. Un pari osé pour Niantic, enfin le 7 mai, une ultime mise à jour sera déployée, améliorant cette fois-ci la fonction de cliché Go. Cet outil permet de prendre des photos accompagnées d'un Pokémon en réalité virtuelle, permettant bientôt d'ajouter de nouveaux monstres sur ces clichés. La mise à jour permettra en effet d'insérer jusqu'à 3 Pokémon pour améliorer votre expérience photographique. Si Niantic déploie les mises à jour les plus si Niantic déploie là des mises à jour intéressantes pour son jeu Star, il n'est pas certain que ça suffise à convaincre celles et ceux qui ont abonné l'application pour se replonger dans le monde coloré de Pokémon. La réalité augmentée est moins révolutionnaire qu'en 2024, qu'en 2016, et si la perspective d'aller se frotter de nouveau aux monstres peut paraître intéressante, Niantic ne fait que peu évoluer sa formule, malgré un gameplay qui commence à montrer son âge. Oui, et puis ils n'ont pas l'air de régler le problème de personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans les grandes villes ou dans les grands endroits ou qui ne peuvent pas se déplacer du tout en proposant un simulacre sur son portable, genre pour pouvoir te déplacer. Je sais... Non. Donc faut voir si ça va suffire. Hollow Knight Silksong, le très demandé. L'annonce que tout le monde attend se profile enfin. 5 ans après son attente, Hollow Knight Silksong tisse peu à peu les fils menant à la tant attendue annonce de sa sortie. Une nouvelle donnée à ce sens a été fraîchement découverte. La suite extrêmement attendue du chef-d'œuvre qui est Hollow Knight a en effet
a en effet refait parler de lui via un organisme de classification. Il s'agit cette fois de l'Australie, pays d'origine du studio indépendant Team Cherry. Puis, puisque la plupart des pays ont classé Silksong, l'annonce de la date de sortie ne devrait pas se faire désirer plus longtemps. En effet, plus de 5 ans pour un jeu en 2D, c'est long, en espérant que ce soit un chef-d'œuvre. En 2017, la Team Cherry avait fait son premier jeu et sans trop de pression, créé l'un des meilleurs Metroidvania de tous les temps, Hollow Knight. Doit son magnifique succès à un gameplay diablement maîtrisé et à une sublime direction artistique composée à de superbes dessins faits presque de manière artisanale. Durant l'aventure, nous croisons la jeune Hornet qui a connu une certaine popularité auprès des joueurs. Celles-ci n'ont pas caché leur enthousiasme en sachant que Silsong allait en faire le personnage principal en 2019. 5 ans passés et cette fin extrêmement attendue d'Hollow Knight est restée terriblement discrète après une première annonce de sortie prévue pour 2023. Chaque Nintendo Direct ou autre événement similaire depuis, les fans l'appellent de leur vœu pour, pour n'être récompensé que par le silence. Dernièrement, c'est au travers de diverses boutiques comme le Microsoft Store, Steam ou encore via des organismes de classification que le jeu a donné de ses nouvelles. Le plus récent en date du 2 avril est celui d'Australie, pays d'origine de la Team Cherry. Dans sa terre natale, Sesong a ainsi reçu la catégorie PG pour légère violence. Étant donné qu'il s'agit de l'un des derniers pays manquants pour classer le jeu, il ne reste donc plus qu'au studio indépendant à enfin annoncer la date de sortie. Oui, légère violence. Oui, en effet, ouais, ça se bagarre et tout, je peux comprendre. Euh, le principal intéressé reste pour l'instant muré dans un obstiné silence et n'a encore rien confirmé officiellement. Il convient toutefois de rappeler que la classification d'un jeu est l'une des ultimes étapes avant l'annonce de sa sortie. Dans l'état actuel des choses, celle de Nightmare Song devrait donc avoir lieu si tout va bien dans les prochaines semaines. À moins de 2 mois du Summer Game Fest, Team Cherry aurait en tout cas la tribune parfaite pour annoncer en grande pompe la sortie de cette suite extrêmement attendue. Le Xbox Showcase prévu le 9 juin sera par exemple un très potentiel serait par exemple un très potentiel candidat pour l'exercice, au vu des énormes ambitions des studios indépendants vis-à-vis de l'honneur Galactic. Les fans semblent cependant prêts à attendre autant de temps que nécessaire pour renouer de la meilleure des manières possible avec l'un des plus grands Metroidvania de ces dernières années. Selon toute vraisemblance, l'épopée de la gracieuse Hornet sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch ne devrait plus tarder à commencer vivement. D'accord. Donc, la team chez... D'accord. Bah, c'est pas mal pour ceux qui l'attendent. L'annonce suivante. EA, le choix du monde ouvert pour les adaptations de Black Panther et de Iron Man. C'était pile au phase et dans les deux cas, ça tomberait sur quelque chose qui n'arrangerait pas forcément ceux qui privilégient les expériences purement linéaires. Pas de multiples offres dans, Par de multiples offres d'emploi chez Electronic Arts, les adaptations de Iron Man et Black Panther sont toutes deux qualifiées d'expériences en monde ouvert. Voilà. Un petit parti pris dans l'article. C'est quelque part routinier du genre super-héros. Des exceptions existent tout de même. Marvel's Guardians of the Galaxy et peut-être le futur Marvel 1943. Et avant de savoir enfin davantage, rappelons que Black Panther est entre les mains du jeune studio Cliffhanger Games, tandis que Iron Man sera pris en main par EA Motive après leurs travaux sur Star Wars Squadron et Dead Space Remake.
Ah, l'un des projets que je suis le plus hypé pour avoir un langage un peu jeune, ce serait plutôt Iron Man. Black Panther, j'ai pas vu le film. Et son univers me dit rien, par contre, jouer une ou un Tony Stark, mais à mon avis, on va jouer plutôt. Même si c'est monde ouvert, on va rester dans la ligne éditoriale et puis on va prendre. Puis on va jouer sûrement Tony Stark, hein, sûrement. Moi, ça me dit, moi. Franchement, mettre la marque 3 sur moi puis aller défoncer des mecs jusqu'à l'autre bout en Sokovie ou alors justement pourquoi pas comment ça s'appelle déjà le Wakanda ou alors je- que sais-je encore où on a fait les soldats de l'hiver, hein, je m'en souviens plus du de la ville et parcourir l'Amérique, pourquoi pas. Ouais, moi ça me bat. Puis pourquoi pas atterrir sur l'Avenger Tower ou dans le campus ou sur le campus à Avenger, rencontrer les autres. Ça pourrait être pas mal quoi. Moi je moi ce serait plus Iron Man. Et vous? Ensuite, nous un peu un manga. Donc Kana dévoile ses agendas 2024-2025. C'est large. Comme chaque année, les éditions Kana sortiront dans quelques semaines des agendas à l'effigie des différentes œuvres de leur catalogue en vue des prochaines années scolaires. Pour l'année 2024-2025, 5 modèles sont prévus et seront à l'affiche des séries Naruto, Naruto Shippuden, Boruto, Naruto Next Generation, Assassination Classroom et Hunter x Hunter. Ils apparaîtront le 31 mai, seront vendus au prix de 10 euros. Voilà, hein. Donc l'agenda 2024-2025, ce sera du Naruto deux fois et du Boruto. Pourquoi ils ont appelé ça Naruto Boruto? Non, c'est Boruto, je pense. Bon, après, vous m'excuserez pour la vente de la dernière prononciation, mais un peu dur. Voilà. Un nouveau livre sur Hayao Miyazaki apparaît chez l'écran fantastique. Notamment le fondateur du studio Ghibli, donc Princesse Mononoke et le château dans le ciel pour ceux qui ne situent pas qui c'est. Dès cette semaine, on pourra découvrir un nouveau livre consacré au cinéaste cultissime Hayao Miyazaki chez l'écran fantastique collection. Yad Hayao Miyazaki, le magicien de l'animation japonaise, a été écrit par Steve Noman, rédacteur en chef des magazines Animascope, Japan Livre et Japan Max. Journaliste spécialisé dans la culture populaire japonaise depuis une vingtaine d'années, il a dirigé le magazine Animeland ainsi que des ouvrages autour des films d'animation et interviewe régulièrement dans des revues et émissions sur le sujet. Il est aussi formateur consultant sur l'histoire du manga et l'animation japonaise auprès des professionnels du livre et de l'audiovisuel ainsi que des étudiants. Dans ce livre de 320 pages dont la sortie prévue le 19 avril au prix de 25 euros, on devrait découvrir comment la vie et l'œuvre de la figure emblématique du studio Ghibli sont intimement liées. Après, vous avez une présentation depuis Walt Disney. Nul créateur de cinéma n'a autant marqué son époque que Hayao Miyazaki depuis la fondation du studio Ghibli en 83. Le maître japonais a enchaîné les chefs-d'œuvre depuis Nausicaa, la Vallée du Vent, jusqu'au récent Le Garçon et le Héron, en passant par Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke, exigeant jusqu'à la manie. Miyazaki s'est révélé un artiste acharné, capable de réussir les entreprises les plus insensées pour étonner le public partout dans le monde grâce à des films toujours plus fascinants, explorant le traumatisme de l'enfance, fantasmes aériens, les mondes imaginaires psychanalytiques. Ces créations résonnent en profondeur qui prend
la peine d'aller jusqu'à s'y perdre. Personnage secret, presque mythique, la vie et l'œuvre de Hayao Miyazaki constituent une fantastique aventure dont ce livre vous permettra de saisir toutes les nuances. Pas mal. Franchement, ça fait partie de mes mangaka. Je sais pas si on peut dire ça pour une personne qui fait uniquement de l'animation japonaise, mais il fait partie de mes mangaka préférés. Comme Mamoru Oshii, si vous le connaissez pas, c'est celui qui a fait le film Avalon. Pas celui sur les Chevaliers de la Table Ronde, mais celui où l'héroïne passe dans un monde en réalité virtuelle et si vous mourrez dans la réalité virtuelle, vous mourrez dans la vraie vie où vous êtes en mort cérébrale. C'est celui qui a fait notamment aussi Ghost in the Shell, voilà, entre autres. Et celui qui a fait aussi Akira, enfin qui a fait aussi Akira. J'aime énormément, c'est réalisateur d'animation japonaise, pour faire un long mot. Donc je le prendrai peut-être. Full Metal Alchemist Brotherhood, l'intégrale Blu-ray en collector est en approche chez Dibex. La meilleure adaptation de Full Metal Alchemist, c'est Brotherhood. Je ne veux pas savoir. L'autre, non. Dans les projets de l'éditeur Dibex, depuis un moment, l'intégrale Blu-ray collector de l'anime culte Full Metal Alchemist Brotherhood, d'adaptation de l'incontournable manga japonais, sont désormais approchés à grands pas. En effet, il y a quelques semaines, l'éditeur a annoncé qu'il espère pouvoir sortir dans le courant de ce mois-ci, et ça semble se confirmer. Il est toujours indiqué pour avril sur son site, tandis que la boutique Anime Store prévoit toujours sa apparition à partir du 20 avril. Proposer un format A4 rehaussé de passage UV sélectif et argent à chaud. D'accord. Ce coffret s'annonce assez riche afin de faire honneur à cet animé incontournable. Il vient tout juste de fêter son 15e anniversaire, le premier épisode ayant été diffusé pour la première fois au Japon le 5 avril 2009. Quand même. Ah ouais, et puis le bundle, d'accord, donc un petit livret, un artbook, les deux coffrets, j'imagine, saison 1 et 2, on va dire. Vache! Ah ouais. Pour un plus brique de 100 euros, on y trouvera en premier lieu les 64 épisodes en VF et en VOSTFR répartis sur 10 disques, eux-mêmes regroupés en 2 digipacks. Il y aura également un Blu-ray bonus contenant 4 OVA des scénettes, une carte géante d'Amestris, un poster format A3, un artbook de 80 pages en couleur, un livret de 36 pages normalement regroupant des strips au format Yon Koma de la mangaka d'origine, Hiromu Arakawa, et une pièce au hasard entre deux modèles. Roy Mustang, Don't Forget. Non, ah ouais, une pièce au hasard entre deux modèles. Donc Roy Mustang ou Don't Forget, 3 octobre 2010. D'accord. Mais il n'y a pas la pièce sur le truc. D'accord. Notons également que les 999 coffrets limités sont disponibles sur le site de l'éditeur et contrairont en plus les deux pièces de métal exclusives à l'effigie d'Edward Elric et d'Alphonse Elric. Donc voilà, encore pour 100 000 pièces. Synopsis, je pense que vous connaissez le manga, donc le synopsis, voilà. Mais pour tous ceux qui veulent commencer la série, en alchimie, nul n'a le droit de transmuter un être humain. Les frères Édouard et Alphonse Elric ont enfreint cet interdit fondamental en tentant de ramener leur mère à la vie. En conséquence, ils ont lourdement payé leur prix de leur imprudence audace. Ed a perdu un bras et une jambe, qui a dû remplacer par des automails mécaniques. Quant à Al, seule son âme a subsisté, qui a été heureusement préservée et transformée dans une armure. Afin de retrouver leur corps, les deux frères se lancent dans un périlleux voyage à la recherche de la légendaire pierre philosophale. Tout un programme. Je monte sur le site de l'éditeur pour voir s'il y a le... Oui, j'accepte les cookies.
Oui. Ah non, il n'y a pas... Hop. Il n'y a pas la pièce sur... Ok, moi qui pensais. Ok, ben News Tech, Galaxy High, High AI, j'ai... Désolé. Galaxy AI bientôt disponible sur pour les versions précédentes, le Samsung Galaxy S24. Donc, la première IA générative sur smartphone créée par Samsung Galaxy AI continue de se déployer. Les smartphones haut de gamme lancés par le géant des années précédentes vont en effet y avoir le droit eux aussi. Dans le jeu qui offrira le premier IA génératif sur smartphone entre Apple et Samsung, c'est finalement le Sud-Coréen qui a gagné en sortant en janvier dernier le Galaxy AI, proposé alors sur la nouvelle gamme de smartphones haut de gamme Galaxy S24. Un petit bijou dont Samsung veut faire un symbole de la qualité de ses services, puisqu'il ne veut pas le cantonner à son tout dernier modèle. Si vous êtes ainsi possesseur d'un flagship des années précédentes, vous allez pouvoir bénéficier cette innovation. Vous avez regardé avec envie le lancement de Galaxy AI, mais vous avez acheté votre smartphone Samsung il y a un an et demi, quand le Galaxy S22 réunionnait partout. Si vous voulez pas changer de téléphone tout de suite, pas de problème, car Samsung va, selon une information d'Android central, s'appuie sur le message d'un responsable du géant posté sur le forum communautaire de la marque. Déployer plus largement l'IA. Galaxy AI va ainsi prochainement une mise à disposition sur l'ensemble de la gamme Galaxy S22, S22, S22 Plus, S22 Ultra, ainsi que sur les smartphones pliables Galaxy Z Fold 4, Z Flip, sur les tablettes Tab S8 et Tab S8 Ultra. La version de Galaxy AI qui leur sera proposée sera le même qui est actuellement accessible sur les téléphones Galaxy S23 FE, soit la version amputée de la fonction slow-mo, fonction accès qui permet d'ajouter un ralenti à des vidéos instantanément. C'est très bien, c'est génial. L'IA déjà disponible avec la Galaxy. Il faut noter qu'il ne s'agit pas des seuls modèles bénéficiant de déploiement. Même les smartphones sortis il y a maintenant 3 ans, à savoir la gamme Galaxy S21, verront Galaxy AI leur tomber dessus. La version accessible sera par contre là très réduite, puisqu'elle se résumera à deux fonctions: Circle to Search et Magic Rewrite. Enfin, si vous êtes l'heureux d'un propriétaire d'un Samsung Galaxy S23, sachez que Galaxy AI est déjà rendu disponible sur les appareils de marque Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez le faire aujourd'hui. Voilà. Ensuite, on va passer rapidement, mais euh, la marque de voiture électrique IM Motor va lancer une voiture qui aurait 1000 km d'autonomie, qui fait partie du groupe CAIC Motors, qui possède notamment MG, dont la compate MG4. Et ce serait... Et donc, et ce serait la L6 donc qui bénéficierait de la d'une de 1000 km j'imagine sans faire fonctionner les sièges chauffants, massants et surtout les écrans, j'imagine 1000 km, mais sinon je pense que ce serait plus, comme ils disent, plutôt 800. Voilà. Xiaomi met un doigt dans les bagues connectées. Xiaomi va bientôt peut-être sortir des bagues connectées. Voilà. Donc effectivement, c'est pour faire concurrence à la future Galaxy Ring. Hmm, donc, est-ce que est à l'intérieur de l'anneau?
et c'est disponible en Chine depuis ce mardi. Elle est proposée pour 599 yuan, soit 78 euros. C'est beaucoup moins cher. Elle est épaisse de 2,2 mm, intégrant différents capteurs de santé ou de batterie que c'est capable de mesurer aussi bien la fréquence cardiaque que Ouais, c'est une bague pour la santé, on va dire. Et enfin, Denza, la marque de luxe co-créée par la marque Mercedes-Benz et BYD, va bientôt dévoiler sa quatrième voiture électrique. Il s'agit de la Denza Z9 GT, une grande berline break de chasse qui se rêve d'aller concurrencer les Porsche Panamera et Taycan. Les premières informations viennent d'être dévoilées par le ministère chinois de l'Industrie. Et sans voiture, voici ce que l'on sait. Alors, enfin ce que l'on sait. Alors, donc, la voiture fait 5 mètres, 5,18 mètres de long, donc 3,12 entre les roues, pour près de 2 mètres de large, 1,50 m de haut. Le style de break de cheval lui rappelle. Ce style dynamique s'accompagne de performances du même acabit. La Dena semble n'avoir retenu qu'une seule motorisation pour sa Z9 GT, avec pas moins de 3 moteurs. Celui à l'avant de 230 kWh, ce qui fait 317 chevaux, épaulé par deux à l'arrière de 240 kWh chacun, 326 chevaux, le tout donnant une puissance totale de 710 kWh, l'équivalent de 965 chevaux. Waouh! Elle pèserait 2 tonnes 87, beau bébé. Elle peut aller jusqu'à 240 km/h. Les chiffres d'accidents de sensation d'autonomie de recharge ou de tarif ne sont pas encore connus, mais devraient l'être lors du salon de Pékin qui ouvrira le 25 avril. D'accord, donc 240 km/h, malgré plus de 950 chevaux. Mais je pense que voilà ce qu'il faut. Voilà, elle ferait une tonne de moins, elle filerait à 320 quoi. Ah, électrique, hein. Ça J'ai beau l'aimer. Hmm. Et on va terminer par Twitter qui va bientôt devenir payant. Elon Musk a annoncé que les nouveaux inscrits devront s'acquitter de frais minimes pour certaines actions telles que la publication, les likes, les signés ou les réponses. Cette mesure vise à éradiquer la présence des bots sur la plateforme. Toutefois, il restera possible de poster sans frais après une période d'attente de 3 mois. Bref, les réseaux sociaux bientôt payants et donc ayant besoin d'une carte bleue et tout. Ouais, ou alors en lecture seule. Ouais. Il y a peut-être d'autres moyens de lutter contre les bots que l'abonnement payant, quoi. Là, c'est juste une excuse pour faire payer les gens et pour que Elon puisse enfin être dans ses frais. C'est tout, quoi. Bon, je... Non. Quelque part, non. C'est pas terrible. Bon. Et voilà pour la première et véritable première session de notre actuelle news. Je vous remercie de m'avoir. Et en plus, elle dure moins longtemps que ma première. La première m'avait duré 1h45 à peu près. 1h45 à parler dans du vent. Ça va. Bon, il faudra que je réduise à une demi-heure stricte et stricto. Mais voilà, je vous remercie. Si jamais le seul spectateur dans le chat veut éventuellement débattre avec moi, vas-y, lance ton commentaire. Et sinon, bah, à tous, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi.
Et surtout, demain, même heure, midi 45. Au revoir.